Mirador, parole directe, l'interview vérité ou la fine bouche ébanie. Mirador, ici, la parole est directe. La semaine dernière, le CNRD a annoncé coup sur coup le démarrage des assises nationales et la finalisation du processus de mise en place d'un cadre de concertation dans la deuxième quinzaine de ce mois de mars. Ces assises, qui se veulent des journées de vérité et de pardon, sont censées contribuer à la réconciliation des Guinéens. Leur tenue est jugée cependant inopportune face à d'autres enjeux plus pressants de la transition. Du coup, l'annonce de la mise en place d'un cadre de concertation semblait plutôt davantage être la tasse de thé des acteurs politiques. Sauf qu'à écouter certains d'entre eux, ces dernières heures, un cadre de concertation est différent d'un cadre de dialogue. Alors, qu'est-ce qui inquiète tant dans la classe politique guinéenne? Faut-il craindre des frictions autour de la démarche menant à la fixation de la durée de la transition? Des questions et d'autres que Mirador soumet à notre invité prestige, Monsieur Amadou Riba Dibaouri, président du parti UDRG, qui est déjà avec nous dans ce studio. Monsieur Ba, bonjour. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs et téléspectateurs également. Merci d'avoir accepté notre invitation. Première question, Talibé Bari. Monsieur Ba nous revient après quelques semaines peut-être d'absence du pays. Qu'est-ce qui explique donc ce long séjour à l'étranger? Que faisait M. Baouri à l'étranger? Vous savez, j'ai ma famille à l'étranger, ça c'est un élément important. Et également à l'étranger, il y a des officiels, il y a des institutions, il y a des personnalités que je connais. Et puis il y a nécessité de se retrouver régulièrement pour partager sur des questions d'intérêt commun. Et c'est tout à fait normal. Et on vous a vu, je crois, en Guinée-Bissau et dans d'autres pays de la sous-région. En Guinée-Bissau, notamment, vous avec avez le été reçu président par Ambalo. le président Ambalo. Est-ce que ces rencontres, c'est dans le cadre de ce service après-vente du coup d'État du 5 septembre, comme l'ont fait pour certains le FNDC et la Cellou Dalein, par exemple? Service après-vente, c'est-à-dire faire accepter le coup d'État et accompagner le CNRD. Est-ce que c'était une sorte de plaidoyer dans ce sens? Bon, vous savez, j'ai commencé dès le début, avant même que le gouvernement ne soit mis en place, avant la nomination du Premier ministre, d'aller au Niger, parce que je considère que le Niger, à travers la personne du président Issoufou, avait indiqué la route qu'il fallait engager pour que la Guinée évite la crise. Il n'avait pas été entendu. Donc pour moi, c'était rencontrer le président Issoufou, malgré qu'il ne soit plus en situation de responsabilité, mais son audience internationale est très grande, d'accepter, d'accompagner et de contribuer à ce que la transition guinéenne puisse suivre, disons, un chemin qui serait moins tortueux pour nous permettre d'avoir ce que nous souhaitons, une transition apaisée et réussie. Je l'avais rencontré également le président Bazoum. À ce niveau-là, c'était pour plaider en faveur de l'accompagnement de la transition qui a été en cours, d'expliquer pourquoi y a-t-il eu le 5 septembre, parce que dans une certaine mesure, il y avait des défaillances graves sur le plan institutionnel qui appelaient à des rectifications. Alors, du Niger à Bissau, je ne sais pas encore d'autres entités que vous avez pu rencontrer. Est-ce que vous y avez trouvé des oreilles attentives pour l'accompagnement, bien sûr, de la transition? Vous savez bien que d'une manière ou d'une autre, il y a des pays qui sont très attentifs à l'évolution de la Guinée, qui sont inquiets et qui souhaitent que la Guinée, depuis le 5 septembre et au-delà même, la Guinée a été un pays phare à partir de 1958. Ils voient avec beaucoup de désespérance le fait que la Guinée n'arrive pas à décoller. La Guinée est toujours engluée dans des crises et ils souhaiteraient que cette fois-ci, que ce soit vraiment une dynamique qui soit porteuse d'espoir et de réussite. Bien. Alors oui, Emmanuel. Monsieur Ba, je ne sais pas si c'était à votre absence, il y a eu le 8 mars, et le 8 mars, les femmes ont attiré l'attention du président de la transition sur la cherté des prix, de la vie en Guinée. Est-ce que vous comprenez cette alerte et est-ce qu'elle est liée au contexte actuel?
Vous savez, parfois on parle trop de politique au sens politicien du terme. Tel a fait ceci, tel a fait cela. Tout cela, ça fait partie du jeu normal des institutions. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est la situation financière et sociale très difficile que la Guinée est en train de traverser. On a fait comme si le départ du régime de M. Alpha Condé était suffisant pour régler les problèmes. Or, l'une des aspérités les plus sérieuses qui ont impacté négativement le régime de M. Alpha Condé, c'était la crise financière et par conséquent la crise économique et sociale. Et après le 5 septembre, les raisons et les réalités liées à cette crise financière et économique ne sont pas réglées. Et donc, plus le temps passe, plus la situation s'amplifie. Et c'est la raison pour laquelle il faut comprendre la complainte de la population qui traverse une situation très difficile. Et donc, cette population ne peut pas comprendre qu'on parle plus de politique au sens politicien du terme que de parler de la réalité, de la manière dont il faut contribuer à résoudre ces problèmes. Et le CNRD doit être à l'écoute et faire preuve d'attention parce que la situation telle qu'elle se présente actuellement va s'amplifier. Bien. La situation mondiale va accentuer la crise économique et financière que traverse le monde et à plus forte raison un pays comme le nôtre. La crise ukrainienne avec son impact sur le choc pétrolier qui est en train d'être constaté ou le choc gazier va impacter le prix du blé négativement, aussi. bien entendu. Donc ce sont des situations graves qui nécessitent qu'il y ait une entente interne pour nous permettre ensemble de faire face aux difficultés que la population va rencontrer sur le plan économique et social. Donc vous voyez, en allant dans le sens, disons, de la situation économico-sociale, il faut nécessairement avoir des réponses politiques et des attitudes politiques pour contribuer à résoudre les problèmes socio-économiques que la Guinée va traverser. Dans la même veine, et en parlant de réponses, et quand vous avez écouté le président Mamadi Doumbouya qui a invité les opérateurs économiques, qui dans son discours justement indexait la responsabilité des opérateurs qui créent la rareté des denrées ou de certains produits importés afin de spéculer par la suite. Et puis après, il a aussi parlé, Yacoumba le sait, des prix ou des taxes pratiquées sur le cordon douanier, en tout cas au port autonome de Conakry qui devrait changer. Est-ce que vous y voyez une des raisons de cette flambée des prix sur le marché? Vous savez, on est dans un environnement inflationniste qui ne dit pas son nom depuis très longtemps. Okay. Parce que le vrai problème, et ça, il faut que les Guinéens le sachent, c'est la gestion de la politique monétaire de ce pays. La gestion de la politique monétaire, jusqu'à présent, elle n'a pas fait preuve de rigueur, elle n'a pas fait preuve d'anticipation pour répondre aux besoins économiques de la Guinée. On a fait comme si c'était une situation de rente. On s'assoit dès qu'il c'est difficile, on engage la planche à billets, on paye des salaires et puis ce salaire, avec un pouvoir d'achat de plus en plus faible, va de soi impacter tout le monde. Et c'est la situation qu'il faut corriger. Corriger, cela veut dire avoir une meilleure capacité de collecte des ressources intérieures. Et là, il faut s'entendre avec la population pour que celle-ci accepte de payer des impôts, de savoir que les impôts, c'est pour lui permettre d'aller de l'avant, de régler des problèmes d'investissement, etc., etc. Ça, c'est un premier aspect. Et corriger les défaillances de l'administration, tant économique que globale, pour permettre à ce que les ressources de la Guinée soient bien gérées pour servir les Guinéens, pour servir l'économie nationale et nous permettre d'aller de l'avant. Mais si on se restreint seulement à des attitudes moralisatrices, ça ne suffira pas. Bien. Et je vais vous dire encore une chose. La situation malienne est un autre élément qui impacte la montée des prix sur le plan national. Ah bon? Vous savez, depuis très longtemps, il est plus intéressant d'aller vendre dans un pays
qui a relativement une monnaie convertible comme le CFA, et vu le blocus que le Mali connaît aujourd'hui, certains, bien entendu, puisque c'est la recherche du profit et de la rentabilité, oui, bien sûr, une bonne partie de la demande globale guinéenne prend en compte une parcelle de la demande intérieure malienne. Donc l'un explique l'autre également. Donc c'est un ensemble global qu'il faut analyser et avoir des réponses pratiques sans pour autant avoir une attitude, j'allais dire, carrée, qui ne permettrait pas de résoudre les problèmes ou de rejeter la responsabilité sur une entité qui, dans une certaine mesure aussi, est victime fut-elle une entité des opérateurs économiques? Bien entendu. Bien. Alors, avant Mohamed Kaba, reste un peu dans la parenthèse de l'économie. Akoumba, est-ce que là-dessus, une observation ou une question? Je m'interrogeais sur l'augmentation des prix de première nécessité en Guinée, mais vous venez de m'offrir une piste de lecture, la piste malienne. Mais j'aimerais tout de même, après avoir noté les facteurs exogènes et endogènes sur l'inflation que nous vivons, que vous avez fait montre tout à l'heure, j'aimerais quand même vous demander si vous aviez une autre lecture en plus de celle malienne qui expliquerait le fait que le franc guinéen s'apprécie vis-à-vis du dollar, mais les coûts au niveau du marché ne baissent pas. Premièrement, il y en a qui notent que le fret maritime a augmenté. Est-ce que c'est votre lecture? Il y en a qui pensent aussi que les frais de manutention jouent un peu sur ce prix-là. Je ne sais pas si c'est votre lecture également. Mais il y a le fait que certaines accusent les opérateurs locaux de vouloir parfois créer la crise avant de proposer une petite offre. Cela pourrait aussi également engendrer l'augmentation des prix. Je suis un peu perdu sur des hypothèses. Vous, est-ce que vous avez une lecture complémentaire en plus de celle malienne que vous venez d'énumérer qui me semble être assez intéressante à creuser? Bon, c'est complexe parce qu'il faut mener des études avec des spécialistes. Et tout pays qui veut aller de l'avant doit avoir des structures de prospective, d'analyse économique qui permettent de donner une meilleure lisibilité et une meilleure visibilité de la situation aux décideurs. Et si ce n'est pas fait, ça met tout le monde dans le nuage et ce serait très dommage et ça a été trop dommageable à l'évolution de notre pays. Mais par rapport à ce que vous dites, il faut d'abord rassurer tout le monde. Est-ce que les investisseurs sont rassurés dans le contexte actuel? Est-ce qu'une situation de transition ne met pas des gens dans une situation d'attente? Est-ce que les ressources en termes d'investissement direct étranger, est-ce que ce n'est pas bridé dans le contexte actuel? Donc, est-ce que les importateurs guinéens ne sont pas frileux en disant pour le moment j'attends pour voir... Je n'importe pas. Bien. Donc il y a tout cela qui entre en ligne de compte. C'est vrai qu'il y a une relative réappréciation du franc guinéen, peut-être liée à d'autres choses qui n'ont rien à voir avec l'importation et l'exportation. Peut-être ces choses auxquelles cela peut être lié, nous voudrions bien que vous les évoquiez en tant qu'économiste, mais juste après cette pause que nous sommes obligés d'observer, ce n'était que l'entrée en matière avec notre invité, M. Bahouri, et tout à l'heure nous nous retrouvons. Entre-temps, on nous apprend que ça ne va pas trop du côté de Yataya, mais nous chercherons à savoir, peut-être d'ici la fin de cette émission, ce qui ne va pas de ce côté entre les forces de l'ordre et les citoyens de ce côté-là, puisqu'Emmanuel est avec nous sur ce plateau. Alors, pour faire face à notre invité, M. Bahouri, vous évoquiez tout à l'heure d'autres possibilités, d'autres hypothèses qui expliqueraient l'appréciation du franc guinéen par rapport aux devises, qui ne seraient pas forcément des raisons qui ont été évoquées tantôt. Certainement, il y a eu une diminution des avances au trésor que la Banque centrale avait l'habitude de faire. Ça a contribué à raffermir certainement le pouvoir d'achat du franc guinéen. Mais bon, ça, ce n'est qu'un aspect. Parce que vous savez que la situation monétaire, il faut voir ça dans sa globalité pour avoir une meilleure indication de ce qui se fait. Tout à l'heure, il y a un aspect qui nous rappelle à la réalité. C'est la déclaration de la société Rusal de mettre en chômage technique près de 4000 travailleurs
du fait des implications et des conséquences de la crise ukrainienne. C'est triste et c'est dans une certaine mesure, ça me met en colère. Colère contre quoi? Colère contre le fait que pendant des décennies et des décennies, on n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Bien. Aujourd'hui, l'aluminium sur le marché international est une denrée stratégique majeure dont le coût ne fait que monter. Nous sommes le pays qui a en termes de réserve en bauxite le plus important du monde. Et on a été incapable pendant près de 50 ans. Presque l'exploitation de la bauxite a commencé au début des années 70. On a été incapable de passer de l'exploitation brute à une production en quantité de l'alumine pour passer à l'aluminium. C'est la défaillance de la gouvernance économique pendant toutes ces décennies qui met notre pays dans une situation d'incapacité de pouvoir tirer profit des opportunités nouvelles qui s'offrent à un pays qui pourrait, dans le contexte actuel, être bien dommage. Le pays qui pourrait ravitailler notamment le marché européen en aluminium. Maintenant, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. C'est la raison pour laquelle la situation des travailleurs de Rusal et autres devrait interpeller l'ensemble des dirigeants de se rendre compte qu'on n'a plus le temps de jouer à la financerie, de jouer à des jeux politiciens. Il faut prendre les problèmes à bras le corps et savoir ce qu'il faut faire avant que la situation ne soit encore beaucoup plus difficile. Bien, on espère que cet appel et cette interpellation sera entendu. Mohamed Kaba, pour continuer. Monsieur Bahouri, ce n'est pas passé inaperçu. Vous vous êtes rendu au domicile privé de M. Cellou Dalein Diallo récemment. Quel était le sens de cette visite? Vous savez, nous sommes dans un environnement africain. Dès que vous avez un malheur, il va de soi que c'est tout à fait logique que tout le monde vienne dans une certaine mesure pour consoler. Nous avons eu entre nous des personnes qui nous sont communs, qui sont décédées. Et Ella Cellou Dalein et son épouse étaient allés rendre visite pour la présentation des condoléances à El Hadj Mamadou Aliou Ambiance. Pour ceux qui ne le savent pas, El Hadj Mamadou Aliou Ambiance, c'était pratiquement le bras droit du doyen Ba Mamadou. Pendant une longue période de mouvement politique, de début de la démocratisation, c'était un personnage qui était certes dans l'ombre, mais qui a joué un rôle pour accompagner le doyen Ba Mamadou. Et qui m'a accompagné également contre vents et marées, qui m'a toujours accompagné. Et donc, suite à son décès, il y a à peine une dizaine de jours, le couple Dalein était venu présenter les condoléances. Il allait de soi, de mon côté également, d'aller présenter également, remercier d'abord et présenter les condoléances pour le décès du maire Issa Souma. Et en plus, nous avons évoqué bien entendu la situation présente qui affecte le couple Dalein. Où l'essentiel que j'ai dit à ce niveau-là, puisque la justice est en train de prendre à bras le corps ce dossier, je ne vais pas faire de commentaires, puisque vous savez que lorsque un dossier est dans les arcanes de la justice, il faut s'abstenir de faire des déclarations à ce sujet. Mais ce qu'il faut dire, la récupération des biens publics par le CNRD est un principe juste, mais il faut qu'il y ait la méthode. Bien. Il faut qu'il y ait le principe du droit. Il faut suivre des procédures qui permettent de ne pas, créer des actions dommageables au principe des droits de l'homme de manière générale. Et lorsque quelqu'un a été responsable d'un pays, quel qu'il soit, et c'est un principe qu'il faut qu'on mette dans les esprits, qui a parlé au nom de la Guinée, comme président de la République, comme président de la transition, comme Premier ministre, pour ne s'arrêter que cela, il faudrait éviter
de les mettre, quelle que soit la situation qui se pose, de les mettre dans une situation où ils peuvent être victimes d'une détérioration de l'image parce que par la suite, c'est l'autorité de l'État. Donc le mot que vous voulez dire, c'est d'éviter de les humilier. Bien entendu. C'est le principe qui nous a guidés. Lorsque le président Alpha Condé a été déchu de son pouvoir, la déclaration essentielle, c'est qu'il faut assurer son intégrité physique et ne pas chercher à l'humilier. Et nous restons dans ce principe. C'est valable pour qui que ce soit. Et tout le monde est justiciable. Cela ne veut pas dire qu'il faut se déroger à la justice, mais il faut savoir comment le faire parce que ça n'honore pas la collectivité si des personnes qui ont parlé et agi au nom de la Guinée à un moment donné sont traitées d'une certaine manière. En termes de méthode, il faudrait que les uns et les autres prennent en compte cet aspect-là. Bien, oui, Mamadou Djambaldé. Oui, Monsieur Baouri, nous allons faire un clin d'œil au RPG Arc-en-Ciel où séjoue un psychodrame depuis la désignation de l'ancien Premier ministre Dr Kassori Fofana au poste de président provisoire. Oui, qu'est-ce que vous en dites? Parce qu'il y a des voix... Est-ce un pouce des orphelins comme le titre, l'observateur? Non, bon, personnellement... à titre personnel, j'ai d'excellentes relations avec le Premier ministre Ibrahim Kassori Fofana. Bon, sur la scène politique, c'est autre chose. Mais la situation des RPG est une situation que d'autres partis ont déjà connue. Que ce soit le PDG, que ce soit le PUP. Le président Alpha Condé, contrairement à la loi, aurait dû s'éloigner de la gestion de RPG depuis très longtemps. Il ne l'a pas fait. Et maintenant, le RPG va se retrouver dans une situation particulièrement difficile pour assurer la continuité. Parce que ce n'est pas dans des situations de crise qu'on peut trouver les formes les plus adaptées pour avoir une sortie de crise. Surtout pour une institution qui a vieilli et qui a eu à gérer le pouvoir et qui, dans une certaine mesure, accumule beaucoup de frustration à l'intérieur parce que certains se sont sentis mis de côté depuis très longtemps. Mais bon, ça c'est la responsabilité et la réalité du RPG. Une institution qui appartient à ce vieux monde dont vous aviez prédit la fin lors de votre précédent passage ici, je me souviens, avant même le 5 septembre. Bien entendu, vous savez, nous sommes dans une situation où les anciennes idées, les anciennes méthodes, la façon de faire, la façon de penser doivent changer fondamentalement. Ceux qui représentent l'ancienne mais pas le genre de la révolution culturelle de Mao. Non, pas du tout. Voilà. Mais c'est quelque chose qui est déjà en train de se faire. Bien. Maintenant, qui n'a pas encore eu la possibilité d'avoir la gestion de la réalité du pouvoir. Le passé essaye tant bien que mal de résister, de ne pas s'éteindre du jour au lendemain. Bon, le reste, on verra. Alors, c'est le combat politique. Talibé Bari, pour continuer. Alors, on va aborder la question des assises nationales, dont le démarrage a été annoncé par le président de la transition pour le 22 mars. Est-ce que, comme certains le disent, ce n'est pas opportun de se focaliser sur des assises alors qu'il n'y a aucune visibilité sur la transition? Bon, cette façon de voir les choses peut être présentée comme une situation, si ce n'est pas fait comme je le souhaite, je considère que c'est mauvais. Non, il faut voir qu'est-ce qu'il faut faire. Il y a deux dynamiques qui sont parallèlement en cours. Il y a les assises qui vont démarrer le 22 mars, mais il y a également la mise en place du cadre de dialogue ou du cadre de concertation qui est en train aussi d'être ficelé, puisque c'est à partir d'aujourd'hui que le ministère de l'administration du territoire va rencontrer les différentes coalitions. À partir de demain ou à partir d'aujourd'hui. Ah. Et jusqu'au mercredi, si mes informations sont exactes. Donc, le cadre de dialogue ou le cadre de concertation permettra de poser les problèmes de la transition, de la manière dont il faut l'aborder et des problématiques qui seront posées à ce niveau-là. Donc, il faut accélérer cela. Ça, c'est un. Deuxièmement,
il avait été dit que les questions essentielles, notamment la durée de la transition, fera l'objet, disons, d'une concertation ou d'un accord entre les forces vives et le CNRD. Est-ce que, par extension, les forces vives sont regroupées politiquement et institutionnellement au niveau du CNT? Si tel est le cas, l'essentiel, que les choses avancent beaucoup plus rapidement pour nous permettre de passer en revue les vrais problèmes. Et les vrais problèmes, c'est la situation économique, c'est la situation sociale. Et si tout le monde est rassuré par rapport à la feuille de route globale de la transition, je pense que les esprits vont se retrouver plus apaisés pour que chacun s'attelle à ce qu'il considère être prioritaire pour Alors, lui. vous avez été ministre de la Réconciliation en République de Guinée. Quel modèle proposez-vous au CNRD par rapport aux assises nationales? Quel doit être le canevas? Bon, vous savez, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits par le passé. Au début des années 2000 pour ausculter les problématiques de la société guinéenne. Vous savez qu'avec l'accompagnement des Nations Unies, le Fonds de consolidation de la paix, des ONG comme IFES, comme disons ce que M. Michel Kamano avait piloté à un moment donné pour faire des caravanes à l'intérieur du pays, s'enquérir de la situation. Il y a des travaux, il y a des documents qui existent pour nous permettre d'avoir une certaine idée à un moment donné des problématiques qui se posent. Mais jusqu'à présent, ces travaux ne sont pas exploités. Il y a eu la Commission nationale provisoire de la réconciliation nationale qui a été mise en place durant le premier mandat, qui a donné un rapport. Et par la suite, il a été dit qu'il y aurait une commission nationale définitive. Jusqu'à présent, ça n'a pas été fait. Et donc, il y a eu des travaux, il y a eu des concertations. Il faut faire la synthèse de tout cela et mettre à la disposition de ceux qui vont organiser les nouvelles assises ces éléments pour ne pas aller n'importe comment, pour ne pas remuer encore les mêmes problèmes qui ont été déjà évoqués par le passé. Mais ce qui est fondamental, quand les gens acceptent de s'écouter, de se parler, moi je considère que ce n'est pas inutile. Ce n'est pas inutile d'organiser des assises, mais il faut accompagner cela par des actions concrètes qui permettent de rassurer la population et tous les acteurs que ce qui est en train d'être fait va dans le sens de la remise en force de l'ordre constitutionnel et de manière apaisée et de manière concertée. Avant Talibé, là vous parlez des assises nationales, mais il y a également le cadre de concertation qui se dessine là, et vous l'avez dit à partir d'aujourd'hui, certainement vous commencerez, vous politiques, à rencontrer le ministre de l'administration du territoire. Là-dessus, et je crois que votre parti est signataire de cette déclaration des 58. Est-ce que cela, je veux dire l'annonce de ce cadre de concertation, atténuerait un peu votre volonté d'aller vers les manifs qui ont été annoncés? Bien, vous savez, très rapidement. Lorsque dans les déclarations, il y a des réflexes, hein. Bon, il y a certains qui peut-être ont de l'habitude, si tu ne fais pas ce que je veux, je vais manifester. Il faut qu'on change de logique, il faut qu'on change de manière de faire. Lorsqu'on est dans une phase... Ça veut dire que vous ne vous reconnaissez pas dans ce passage qui brandit les manifestations? Bon, le ton peut-être c'est-à-dire, lorsque vous êtes nombreux, vous ne pouvez pas vous attendre à avoir un texte qui satisfasse individuellement chaque partie. Donc, il faut faire des concessions. Mais globalement, ce que je dois dire, il ne faut pas regarder cet aspect. Ce texte est une alerte, c'est une demande, c'est une sollicitation d'organiser, disons, de manière beaucoup plus concertée, disons, l'organisation de la transition. C'est ça. Bon, maintenant, le reste, c'est des questions que je considère comme étant secondaires. Mais la demande essentielle, organisons-nous, retrouvons-nous, écoutons-nous, partageons, concertons-nous
allons dans une dynamique apaisée pour que la Guinée évolue dans le bon sens. C'est la meilleure lecture. Il ne faut pas s'attarder sur si on ne fait pas ça, on fera ça. Tout cela, c'est de la politique politicienne. Il nous reste pratiquement 4 minutes avant de laisser partir notre invité, Talibé Bari, pour continuer. Mais M. Ba, vous ne semblez pas, en tout cas, rejeter l'idée, en tout cas à vous écouter, que ce soit le CNT éventuellement qui fixe la durée de la transition. Bon, vous savez, ce qui est le plus important, déjà la rédaction de la charte de la transition avait péché sur cette question. Et c'est ça qui amène tous ces problèmes. La transition avec le CNDD du capitaine Dadis avait également posé les mêmes problèmes. Nous avions pensé qu'on allait corriger et qu'on n'allait pas répéter les erreurs du passé. Donc la charte avait réglé certaines questions. Non-participation de ceux qui sont dans le CNRD, dans le gouvernement aux élections. Ça, c'était un élément important. Mais la fixation de la durée a été rejetée au calendrier grec. Et c'est à ce niveau-là qu'il y a ces questions qui fâchent et qui doivent être réglées. Parce qu'on n'a pas le temps. Il faut que tout le monde se rende compte, le temps, ce n'est pas seulement pour des élections. Le temps, c'est prendre en charge les vrais problèmes du pays pour les résoudre avant que les choses ne s'aggravent du fait du contexte international et du fait, du longue attente de la population pour avoir plus de sécurité et plus de satisfaction de sa demande sociale. Akoumba Diallo. Moi, j'aimerais vraiment vous ramener en arrière encore, puisqu'on avait déjà dépassé la question économique, mais elle me tient à cœur parce que pour moi, tout commence par l'économie et tout finit par là. Le gouvernement vient de décider de la suspension des activités du projet Simandou. Et vous étiez en train tout à l'heure de regretter le fait qu'on va perdre des emplois au niveau des Roussals, et vous avez décrit un diagnostic en termes organisationnels qui nous manquait. Est-ce que la suspension des activités du projet Simandou vous convienne-t-elle, ou est-ce que vous auriez trouvé une autre alternative? Je note que les opérateurs locaux reprochent quand même à Winning Consortium Simandou d'avoir distribué les lots le long du corridor à des entreprises chinoises, notamment des entreprises affiliées à CRCC, contrairement à ce qu'on a lu dans certains médias. Mais vous, quelle est votre lecture? Quel aurait été votre conseil? Je rappelle que nous avons 2 minutes. Bon, ce que je dois dire, le président Alpha Condé a raté une grande opportunité lorsqu'il est arrivé au pouvoir en 2010. C'était à une période où il fallait prendre certaines décisions, d'aller dans le sens de l'exploitation du Simandou. Il y avait le Valais qui était BSGR avec nos amis brésiliens, le président Lula qui était venu pour faire en sorte qu'il y ait le chemin de fer Conakry-Cancan. Or, pour des raisons que personnellement je ne comprends pas, tout a été mis de côté. Et ça impacte aujourd'hui notre capacité de résilience et nos réponses par rapport à la situation régionale et à la situation économique. Il faut que la Guinée se rende compte que les va-et-vient découragent tout le monde. Bien. À partir de là, on perd notre crédibilité. Si quelque chose a été fait par le prédécesseur, essayez dans une certaine mesure voir de manière négociée, comme on dit gagnant-gagnant, comment on peut corriger et non pas mettre un couperet qui risque de discréditer les autorités guinéennes d'aujourd'hui et de demain dans leur capacité de négociation future, parce que vous savez, lorsque l'image est détériorée sur le plan international, ce n'est pas Monsieur X qui va être simplement victime, c'est l'ensemble des Guinéens qui en seront victimes, et demain, après la transition, on sera vu également avec les regards dont d'autres responsables guinéens se sont comportés. Et ça, c'est quelque chose vraiment de déplorable. Il y a eu, par exemple, des investisseurs étrangers qui ont construit... les Marocains, je crois. Les Marocains. Le Maroc est une puissance régionale. À Doha, c'est ça. Oui, le Maroc est une puissance régionale, joue un rôle très important. Ils sont présents à Dakar. Oui, c'est très important. Aussi.
essayons de privilégier l'intérêt national. Essayons de corriger au lieu de braquer tout le monde contre nous. Si on le fait, on risque d'être toujours à la traîne et c'est pas étonnant qu'on soit à la traîne jusqu'à présent. Peut-être la toute dernière question pour 30 secondes de réponse vite fait. Emmanuel. Qu'est-ce que vous pensez des actions que la CRIEF est en train aujourd'hui de dérouler? Bon, je pense qu'il fallait s'attaquer le plus rapidement à ce qui est urgent, à ce qui est frais, parce qu'à partir de ce moment-là, on peut récupérer, disons, des ressources qui pourront être utiles pour consolider la situation actuelle. Donc, s'atteler à ça. Les anciens dossiers, comme on dit que les biens publics, le patrimoine public est inaliénable et imprescriptible, le temps de ces jugements pourrait venir, mais il faut que la CRIEF s'organise de la manière la plus efficace pour donner un certain agenda, un certain chronogramme, et puis pour être efficace. Bon, mais l'argent qui est en train peut-être de fuir, vaut mieux rattraper ça que de passer son temps sur des dossiers... ressasser le passé lointain. Moi, je ne dis pas d'enterrer, non. Oui, bien sûr. Mais il faut avoir des priorités par rapport à l'intérêt national et pour une meilleure efficacité de l'action judiciaire. Et d'ailleurs, pour vous compléter, aujourd'hui sont convoqués devant la CRIEF M. Bangali Mati, directeur général de EDG, et son responsable financier. Ils devront comparaître devant la chambre de l'instruction. C'est du nouveau quand même, mais j'espère qu'on ne va pas nous couper l'électricité aujourd'hui. Moi, je considère... La Guinée a souffert de la corruption. La Guinée souffre des détournements de deniers publics. Ce qui est en train d'être fait est inédit parce que les autres régimes ne l'ont pas fait. Les autres régimes l'ont plus ou moins encouragé de fait. Donc c'est une bonne chose que l'argent public soit bien géré et ceux qui gèrent l'argent public doivent rendre compte à la collectivité nationale. C'est valable pour maintenant, comme c'est une leçon pour ceux qui viendront après. Si tu as les deniers publics, tu dois rendre compte. Il y a beaucoup de dossiers, si on gère cela et on fait l'audit de la manière la plus opportune, notamment de la Banque centrale, avec un audit international, on verra beaucoup de cadavres qui sont dans les caveaux, même qui pourraient permettre de savoir économiquement et financièrement comment corriger la suite de l'évolution de notre pays, parce qu'on est en train de perdre beaucoup d'opportunités, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont enfouies, qui sont laissées comme si c'était les cavernes d'Ali Baba. Mais vous, en tant qu'ancien de la BCG, si on vous appelait pour la Banque centrale. On ne peut plus évoluer à Kumba. Sincèrement, merci M. Baouri pour cette reprise, je vais dire, de sa rentrée politique. Merci de me passer le terme. C'était un plaisir de vous avoir reçu. Non, c'est un plaisir et puis je vous souhaite, disons, une bonne continuation et que tout le monde se rende compte que l'espace audiovisuel, l'espace médiatique est en train d'impacter l'évolution de la Guinée. Et il faut que tout le monde l'accepte. Parfois, on n'est pas content à titre personnel ou d'autres peuvent ne pas être contents, mais il faut faire avec. C'est par ce biais-là que la démocratie devient une réalité et vous faites votre travail et on vous souhaite bonne chance. Merci Tokora. Un autre invité qu'on va recevoir tout à l'heure.